Bassy, bonjour. Donc Canal Pourpre est à Bougnac aujourd'hui, sur la route que beaucoup d'habitants du territoire connaissent, entre Bergerac et Agen, la route de Castillonnès comme on dit. Donc Bougnac, petite commune qui se trouve être, on va dire, à la périphérie de la communauté d'agglomération, la commune la plus au sud de la communauté d'agglomération bergeracoise. Et pourtant commune visionnaire, puisque vous m'avez dit tout à l'heure que Bougnac était à l'origine du projet de la communauté de communes de Bergerac-Pourpre en 2002. Mais avant de commencer cette discussion sur l'intercommunalité, Monsieur Bassy, donc quelques points de présentation. Vous êtes élu depuis 2001, donc vous avez été réélu, c'est votre donc deuxième mandat, si je ne fais pas d'erreur. Et puis, alors j'ai vu que vous étiez étiqueté divers droite, donc est-ce que vous confirmez cette étiquette-là pour 2008? Oui, alors sur les communes de la taille de notre commune, en général dans le cadre des collectivités et dans les communes, on n'a pas tellement besoin d'avoir un rapprochement dans cette échelle-là politique, quel qu'il soit, puisque on réalise au sein de la commune plutôt des projets qui sont des projets structurants pour l'environnement communal, à l'échelle de la commune, et qui sont en aucun cas des orientations politiques qui sont mises en application au sein de la commune. Alors chaque habitant, chaque résident, chaque électeur a la possibilité, bien sûr, et on se connaît, on se côtoie, puisque c'est assez réduit en taille de population, donc on n'a pas besoin de cette identification-là. Alors cette identification, elle vient divers droite tout simplement par rapport aux élections cantonales de 2008, sur lequel à ce moment-là j'avais été candidat moi à cette élection sur le canton d'Issigeac. Donc il fallait avoir un rapprochement pour une identification, pour être identifié, pour être estampillé, pour pouvoir rentrer dans une case. Et donc je m'étais rapproché effectivement à cette époque-là, plutôt orienté donc divers droite, mais sans attachement de carte politique ou quoi que ce soit. Enfin, c'est quand même un univers qui est conforme à ce que vous pensez. Oui, c'est un petit peu plus conforme à ce que je pense après, mais plus sur un point de vue national ou sur la politique nationale, voilà, qui n'a rien à voir et qui n'a rien à faire dans le cadre municipal. Et du reste, dans le cadre municipal, l'équipe municipale est une équipe de liste complètement libre, sur lequel est venue et viennent et sont les bienvenus toutes personnes qui souhaitent œuvrer au sein de la commune. C'est souvent le cas pour ces communes, donc on l'a dit tout à l'heure, de 560 habitants. Une petite évolution positive. On est passé de 493 à 560 habitants. Et puis donc Bougnac, qui a été à l'origine, on en reparlera, de la communauté de communes de Bergerac-Pourpre, maintenant fait partie de la communauté de l'agglomération du Bergeracois. Est-ce que, donc il comprend, je rappelle, 27 communes, plus de 56 000 habitants. 56 000 habitants, Bougnac c'est 560 habitants. Avant qu'on revienne un peu sur la genèse de la CAB et puis comment vous avez vécu ça, est-ce que la première question qu'on pose, on l'a posée à Monsieur Thérault à Lambrin, est-ce que vous n'avez pas vous n'avez pas peur d'être la commune délaissée, la commune noyée, complètement distillée dans cet univers gigantesque? Cette inquiétude, elle est légitime, et puis c'est une inquiétude qu'on a connue déjà dans le cadre de la création de la communauté de communes à l'époque de 2002, quand Bergerac-Pourpre s'est créé. On parlait à cette époque-là, c'était assez nouveau, les communautés de communes, et on essayait de regrouper des communes de même échelle ensemble, et c'était dans ce sens-là que les choses se faisaient, s'observaient plutôt. Le fait d'intégrer avec une commune de 500 habitants déjà une communauté de communes avec une ville-centre qui représentait environ 30 000 habitants, c'était déjà ce qui était mentionné, c'est-à-dire l'appréhension que la grosse commune absorbe et mange complètement les petites. Ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là, tout simplement parce que dans le cadre de la communauté de communes et de les créations, il y a des règles donc qui s'opèrent avec un cadre bien défini de représentativité, de transfert de charges, qui font que on était tout à fait à même d'être partie prenante
prenante dans cette activité-là, et sur lequel on n'a jamais été laissé pour compte. On a toujours fonctionné dans le cadre de du consensus au niveau des décisions qui étaient prises, des orientations qui étaient prises, avec une attention particulière envers les communes qui étaient autour de Bergerac, sachant qu'on n'était quand même pas tout seul dans ce cas-là, hein. Il y avait beaucoup de communes, puisque la particularité de Bergerac, c'est que c'est la ville-centre, mais les communes qui sont en périphérie sont des communes quand même, plus on s'éloigne de Bergerac, qui ressemblent plus à notre taille à nous, et on retrouvait des communes telles que Saint-Nexent, telles que Quessac, etc., qui étaient déjà dans ce cadre-là. Alors après, la représentativité que l'on avait faite et que l'on avait définie à cette époque-là permettait pas effectivement à ce qu'il y ait un monopole ou une décision purement de la ville. Il fallait effectivement qu'il y ait beaucoup de communes à cette époque-là qui se rattachent à cette décision pour pouvoir décider ou imposer quelque chose aux autres communes. Donc un partage démocratique qui était évident. Qui était évident et qui était très bien fait. La ville de Bergerac était à ce moment-là représentative à 74% de la population. On avait décidé d'une représentativité de Bergerac à 35%. Donc 35%, Bergerac avait accepté à cette époque-là. Alors, quand vous dites on avait décidé, on va revenir un peu sur la genèse. 2001, vous êtes élu maire de Bougnac. Et puis, qui a lancé cette idée est-ce que c'est vous qui avez émis cette idée d'essayer de regrouper les communes pour faire cette communauté de communes? Moi, je me suis inséré dans la vie municipale avec cette idée-là. C'était le constat, petite commune, des difficultés locales, une commune avec une identité particulière par rapport à des équivalences d'autres communes. On a beaucoup de commerce sur la commune, on a de l'activité, des activités qu'elles soient agricoles, mais aussi après des activités commerciales avec une supérette, bureau de tabac, presse, la poste, coiffeur, etc. On retrouve pas mal d'activités qui sont communes à des communes d'environ 1000 à 2000 habitants. D'accord. Donc une activité des services qui sont davantage présents que dans d'autres types de communes de 500 habitants où il y a majoritairement des activités agricoles. Complètement. Et ça, on le doit, je pense, à la traversée de la nationale qui amène, qui est un lien effectivement, et puis qui amène aussi du passage. Qui a fait que la commune a cette identité-là. Et on constatait que l'ensemble de ces commerces-là étaient déclinés, que les gens partaient un petit peu de la commune aussi, tout simplement parce que la commune n'avait pas de moyens finalement de proposer des alternatives et de par son budget, elle était tenue de réaliser, on va dire, l'entretien basique, les voies, les routes, mais proposer des choses nouvelles, rénover des projets structurants sur la commune n'était pas envisageable. La seule solution, c'était se regrouper, mutualiser des choses et profiter effectivement d'une force de frappe, d'investissement plus importante, ce qui était le cas et ce que proposaient à ce moment-là les communautés de communes. Donc pour vous, l'intercommunalité, telle que vous l'avez vécue à partir de 2002, ça a été quelque chose de positif et ça a dynamisé votre agglomération? Tout à fait, voilà. À partir de 2002, donc on rentre et on s'intègre dans la communauté de communes Bergerac-Pourpre. Bon, pourquoi avec Bergerac et pourquoi Bergerac-Pourpre? Parce que pour nous, le choix, deux choses principales. Le choix d'une structure importante permettait effectivement d'avoir des retombées plus importantes que de regrouper des petites communes ensemble qui n'allaient pas faire finalement une communauté de communes importante et dont on se retrouverait impacté au niveau des possibilités, des capacités d'investissement de cette dernière. D'accord. Donc on a fait ce choix-là. Le deuxième point, c'était la liaison. La route nationale donc relie Bougnac à Bergerac très facilement et on retrouve une population de personnes qui sont des utilisateurs réguliers de cette voie-là, dont le bassin de vie se passe sur le Bergeracois. Même si Bougnac fait partie du canton d'Issigeac, on a plus de facilité à s'orienter sur le Bergeracois qu'à rentrer dans le cadre du canton d'Issigeac. Il y a un vécu pour les habitants qui est plus Bergeracois que du côté d'Issigeac en fait. Il y avait, pardon ? Il y a un vécu plus
ancré ou axé vers Bergerac que vers Estigeac. Voilà, sur les habitudes, économiquement aussi, dans les échanges qu'il peut y avoir, dans la rapidité de pouvoir rejoindre la ville par rapport au reste du canton. Donc il nous paraissait logique, frappé au coin du bon sens, de pouvoir rejoindre cette communauté-là. Voilà, en fonction de ces deux points-là, c'est comme cela que s'est décidé le fait de rejoindre Bergerac-Pourpre et se mettre en communauté à partir de 2002. Alors vous avez parlé de cadre, enfin je sais pas de ratio, je sais pas si on peut parler de ratio de pourcentage, 78% à l'époque pour le poids démographique du Bergerac et 35% dans les institutions. Ils ont accepté, c'est-à-dire comment ça s'est passé? Il a fallu négocier ou c'était des cadres qui étaient prévus par les institutions? Alors sur ce point-là, il n'y a pas de cadre prévu, c'est-à-dire que une communauté de communes peut, une structure peut avoir la représentativité qu'elle souhaite. C'est une entente que l'on a eue entre élus sur l'ensemble du territoire. D'accord. Et sur lequel, bon là c'était une discussion surtout avec la ville de Bergerac et le maire de l'époque qui était Daniel Garrigue concernant l'intégration de Bergerac dans la communauté de communes, avec une condition que lui-même, d'ailleurs de mémoire, a proposé, c'est-à-dire on ne lui a pas ni proposé ni imposé. Il avait été fait des simulations à ce moment-là par un bureau d'études, un cabinet d'études, et sur lequel on avait réglé le curseur. La ville de Bergerac avait réglé le curseur en mentionnant que le scénario le plus intéressant serait certainement cette représentativité à 35%. D'accord. À n'effrayer personne. C'est un cabinet d'études qui a réalisé ce projet, enfin cette projection. Ça n'a pas été une discussion, on va dire politique, j'allais dire vraiment démocratique, avec éventuellement des habitants. Est-ce qu'il y a eu je sais pas moi, des réunions avec des habitants? Pourquoi confier cette charge de fixer ce curseur à un cabinet d'études? Alors c'est pas confier à un cabinet d'études, c'est-à-dire c'est le résultat qui faisait partie aussi des simulations et des divers scénarios qu'avait fait le cabinet d'études, mais qui lui était là pour œuvrer dans le cadre des transferts de charges et des coûts d'impact qui pourraient être simulés au niveau des communes qui allaient s'intégrer dans cette communauté de communes, notamment avec la taxe professionnelle unique, qui était un élément que personne ne maîtrisait. Il fallait qu'on ait chiffre à l'appui un petit peu des choses pour savoir où on allait. Voilà. Et la représentativité en faisait partie. Il y avait de mémoire, parce que là maintenant ça remonte à 10 ans, il y avait quelques scénarios au nombre de 3, me semble-t-il, avec des représentativités à 70%, d'autres à 54%, et on descendait ensuite en dessous autour de 47 et 35%, et c'est celle de 35 qui a été décidée politiquement là par les élus. D'accord. 35% pour Bergerac et Bougnac à l'époque représentait combien? C'est pour tirer une idée? Ouf, j'ai plus d'idée. je sais plus ce que ça représentait. Chaque commune, qu'est-ce qu'elle représentait? On se répartissait effectivement après à proportion avec les élus. Donc il y avait deux représentants pour la commune de Bougnac. C'était par strate, donc les communes de plus de 500 habitants, moins de 500 habitants, plus de 1000, etc., avec des représentativités différentes. Alors, en fonction du seuil démographique. En fonction du seuil démographique, et puis l'idée étant pas d'aller peser avec une décision propre à la commune de Bougnac et de vouloir l'imposer, jamais ça a été cette idée-là. L'idée, elle était d'obtenir le consensus toujours sur toutes les décisions que l'on prenait, et on écoutait chaque demande que pouvaient avoir les collègues maires dans leur propre commune avec le même intérêt que s'il s'agissait de la nôtre. Est-ce que déjà à cette période, vous avez mis en place des réunions pour que les citoyens, les habitants de Bougnac puissent participer, échanger, communiquer, ou est-ce que c'est des décisions qui étaient prises lors du conseil municipal ou pendant des réunions entre élus? Alors ça a été beaucoup de discussions au sein du conseil municipal. Beaucoup de réunions qui étaient des réunions publiques qui avaient lieu donc sur par rapport à la taille qu'avait la communauté de communes. Il fallait trouver des salles qui étaient importantes, donc on se retrouvait pour cela souvent sur centre culturel de Bergerac, ce genre de choses,
ou bien la salle Louis Deluc, pour faire des points sur la communauté à créer, sur lequel tout le monde était convié, effectivement, population comprise, où on envoyait donc à ce moment-là l'information pour ceux qui souhaitaient être présents à ce type de réunion. Est-ce que c'était unilatéral comme communication, ou est-ce qu'il y a vraiment eu des échanges et je sais pas moi, peut-être que les habitants, les citoyens ont pu vous aiguiller ou modifier ou amender ce projet? Alors ils ont pu par les échanges que nous on a pu faire, alors sur plus dans le cadre, on a dû faire une réunion publique sur l'engagement au sein de la communauté de Bergeracoise, après avoir décidé au sein du conseil municipal quand même du choix de l'orientation sur cette structure, et puis après c'était un peu comme on retrouve dans les communes de cette taille, hein, on se déplace sur les lieux et on trouve toujours quelqu'un avec qui discuter, ou à l'occasion des diverses manifestations qu'il pouvait y avoir, on trouvait des interlocuteurs qui avaient effectivement des questions à poser, qui avaient des interrogations sur ce type de réalisation. Voilà. La difficulté à cette époque-là, c'est que l'insertion dans ce type de structure demandait à avoir quand même beaucoup d'éléments en amont, que l'on avait suivi par les diverses réunions, et notamment sur ce qui nous avait bien avancé, c'était le travail fait par le cabinet d'études. Il était moins évident d'avoir un choix objectif lorsque on n'avait pas pu suivre éventuellement l'ensemble de ces informations qui étaient importantes, sur lequel à ce moment-là le raisonnement portait plus sur des habitudes ou le côté naturel d'essayer de rapprocher plutôt des petites communes plutôt que d'aller avec la grande qui risquait de manger la petite, etc. Voilà les échanges qu'on pouvait avoir. D'accord. Quand on a reçu Daniel Garrigue, on a évoqué le problème de l'intercommunalité. Et il a beaucoup insisté sur l'idée que, c'est un débat ça aussi, hein, l'idée que ça lui paraissait improbable que des personnes qui soient présentes dans la communauté maintenant communauté d'agglomération ne soient pas liées au suffrage universel. Il a beaucoup répété que pour lui le suffrage universel était important même pour ces structures. À l'époque, en 2002, est-ce qu'on avait déjà ce genre de débat pour la communauté d'agglomération de Bergerac-Pourpre? Est-ce qu'on se disait c'est les structures qui finalement pour les personnes qui y participent ne sont pas mandatées, enfin ils sont pas mandatés, en tout cas un mandat pourrait être indirect, il n'y avait pas d'élection pour la communauté de communes de Bergerac-Pourpre. Est-ce que ce débat-là était déjà présent ou est-ce que finalement ça s'était même pas posé? Alors c'était vraiment effleuré avec des possibilités que par la suite il adviendrait qu'on puisse élire les représentants au suffrage universel. Mais ça faisait pas partie des choses qui allaient se réaliser à court terme. C'était pas un enjeu particulier. C'était pas du tout un enjeu. On était dans le cadre d'élus qui étaient en train de se retrouver. On voyait mal d'ailleurs à cette époque-là comment, alors qu'on était en train de créer quelque chose avec un ensemble d'élus communautaires, enfin issus de chaque commune, il pourrait se retrouver une présidence de cette structure qui soit issue, lui, peut-être hors des conseils municipaux de chaque commune. Ça aurait été assez déséquilibrant et déstabilisant comme situation. Alors, parce qu'on était dans un territoire qui était regroupé avec 11 communes, la situation était différente de celle qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive sur des structures d'agglomération, donc plus de 50 000 habitants, 57 000 pour la CAB, sur lequel il va devenir de plus en plus difficile pour les citoyens d'identifier quand on se retrouve au fin fond ou en limite des communes, les personnes qui vont être décideurs effectivement au sein de ces structures-là, sachant aussi que les charges transférées à ces structures sont devenues avec les années de plus en plus importantes. Et donc charges et compétences. Les charges et les compétences. Les compétences, hein, voilà. Les compétences de cette structure plutôt sont effectivement de plus en plus importantes et déchargées effectivement des activités, des compétences de la commune comme elles l'étaient auparavant. Donc beaucoup de choses aujourd'hui sont gérées par la communauté d'agglomération. Et il paraît à ce moment-là un peu plus logique d'avoir effectivement une élection au suffrage universel qui représente à ce moment-là le territoire avec le choix de chaque électeur. D'accord. Alors, à la lumière de cette première expérience communautaire, comment vous avez vécu la naissance de la CAB en janvier ?
La naissance de la CAB. Alors bon, la naissance de la CAB, elle a été un petit peu bousculée, on va dire, par rapport à ce qui était, à ce qu'on a pu engager nous un an auparavant, un an et demi auparavant, dans les discussions sur l'éventualité de la création d'une communauté d'agglomération. Il y a eu quelques, comme ça arrive, hein, de toute façon, entre ce qu'on définit et puis ce qui se passe au fur et à mesure. N'est pas forcément fidèle purement à ce qui avait été défini. Donc on avait quand même défini tous ensemble, et là on était unanime, le fait de créer cette communauté d'agglomération, et je pense que chaque élu du territoire a pris son mal en patience à ce moment-là en disant bon, mais on a dit qu'on l'a créé, on va pas maintenant tergiverser à se dire pour régler des petits points de divergence, on remet tout en cause, et on poursuit jusqu'à la création effectivement de cette communauté d'agglomération. Donc elle est dans les grandes lignes conforme à ce que l'on souhaitait. Il y a quelques points sur lesquels on n'est pas tout à fait dans le cadre que l'on avait défini, du moins dans les prédispositions dans lesquelles on devait se trouver à partir du 1er janvier 2013. Quand vous dites qu'on avait, vous parlez, le 11, c'est la commune de Bougnac ou plutôt la Bergerac-Pourpre? Bergerac-Pourpre. Quels sont ces points qui soulèvent, questions ou problèmes pour vous? Ben alors après c'était dans le cadre de la direction de la communauté d'agglo sur la direction des services était émis le fait que l'on souhaitait effectivement qu'il y ait une personne qui ne soit pas une personne issue des communes déjà existantes sur le sein de la communauté d'agglomération. On a recruté donc une personne qui était complètement neutre là-dessus pour avoir un avis effectivement et une direction neutre et impartiale sur le territoire. Les choses se sont pas passées et n'ont pas pu concorder complètement avec l'ensemble des élus, et on a donc là-dessus défini une autre personne qui se trouve issue effectivement de la ville-centre. C'est pas un problème envers la personne, c'était plus par rapport au respect des idées qui avaient été émises au départ, dans lequel on ne se retrouve pas tout à fait aujourd'hui dans cette situation-là. Donc est-ce que vous avez des craintes en fonction de l'expérience de la communauté de communes de Bergerac-Pourpre? Est-ce que vous êtes plutôt vous avez quelques craintes par rapport à l'avenir de Bougnac à l'intérieur de la CAB, avec les points que vous avez soulignés ou ces obstacles? Non, parce que moi je suis toujours optimiste. Donc et puis je pars du principe que les personnes avec qui on est entouré sont toujours de bonnes personnes. Donc j'essaye de retrouver là-dedans toujours l'intérêt général, le fait que effectivement ce qui a été défini notamment dans les trames de la création de la communauté d'agglo, on parlait des grandes lignes, mais effectivement les réalisations, les compétences de cette communauté d'agglomération, les compétences, qu'elles soient obligatoires, facultatives, optionnelles, ont été définies. Certaines ont été d'ailleurs appuyées dans le sens de l'existence au sein de la future communauté d'agglo, qu'on puisse faire perdurer des projets qui étaient engagés par des compétences que l'on avait définies dans la communauté de communes. C'était la volonté de tout le monde. C'était quelque chose donc qu'on a répété à plusieurs reprises et que l'on a validé à plusieurs reprises. On souhaite effectivement que ces choses-là se passent de la même façon, qu'il n'y ait pas surtout pas de parti pris, mais de rapprochement naturel sur la ville-centre, du fait que la plupart de la composition des agents qui la composent soient issus effectivement en grande partie de la ville de Bergerac. D'accord, on pourrait utiliser des gros mots comme clientélisme ou réseau. C'est des choses qui sont apparues notamment au moment de la naissance de la communauté d'agglomération. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça, ce clientélisme? Mais le clientélisme, il est toujours possible. Donc on peut pas dire que non, on n'a aucune crainte, etc. C'est toujours quelque chose qui est réalisable à partir du moment où on est dans cette configuration-là, qui est faisable, qui peut se mettre en place, qui peut être de fait. On espère
et on compte sur le bon sens de l'ensemble des élus et agents techniciens qui composent la communauté d'agglo, qu'il n'y ait pas ce type de clientélisme qui puisse se mettre en place, et que l'on reste toujours dans le cadre d'un consensus de travail, d'information, et sur lequel effectivement la voix de chaque commune puisse porter comme elle a toujours porté jusqu'alors, c'est-à-dire qu'elle soit écoutée, mais non seulement écoutée, mais entendue. Bien, on revient une dernière fois sur la naissance de la CAB et après on avancera sur les projets et l'avenir. Cette réunion où il y a eu l'élection donc du président et des vice-présidents, qui a donné naissance à la CAB, un peu étrange, un candidat, pas d'autres candidats. Comment vous avez vécu ça, vous, en tant que maire de Bougnac, cette élection à la présidence de la CAB? Est-ce que on a eu l'impression que ça s'est fait de façon tout à fait naturelle, même si on sait bien que ce n'était pas vraiment si naturel que ça? Comment vous l'avez perçu, vous, cette soirée d'élection de la présidence? Le fait qu'il y ait eu un seul candidat, par exemple? Sur la présidence, on s'était en quelque sorte déjà mis d'accord. On avait déjà eu des discussions sur la présidence. Bon, Dominique Rousseau était déjà président de la communauté de communes, maire de la ville de Bergerac. Il paraissait dans la logique qu'il y ait une continuité de toute façon du travail déjà engagé depuis 2008 avec Dominique Rousseau sur la communauté de communes. Sachant que on a effectivement une mise en place qui est aussi en quelque sorte qui peut être provisoire, avec des élections municipales qui arrivent en 2014. Donc voilà, c'est je pense plus à ce moment-là qu'il y aura effectivement un vrai débat à ce niveau-là, avec peut-être... Ça, c'est l'argument qu'on nous dit, oui, mais de toute façon 2014 ça change, d'accord. Bon, c'est un argument qui quand même pose problème par rapport au fait qu'il y ait eu une seule candidature, qui est pas vraiment on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu un débat démocratique très très fort. On a eu vraiment l'impression que c'était une chambre d'enregistrement. Il y a eu quelques abstentions ou des votes blancs, je crois. Vous, ça vous a pas gêné, ça vous a pas perturbé par rapport, en tant que maire, un représentant de la communauté, de votre commune, les citoyens, enfin les habitants de la commune, est-ce qu'ils vous en ont parlé avant, en vous disant qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, est-ce que vous avez eu des échos par rapport à vos citoyens? Non, les échos par rapport aux concitoyens, il n'y a pas eu. Je pense que c'est pas pour autant qu'il ne se pose pas de questions sur le devenir de la communauté d'agglo. Bon, on a eu l'occasion d'en parler lors de réunions. On va le réévoquer tout à l'heure, notamment au niveau des différents projets, et sur lequel je prévois une réunion à nouveau concernant uniquement la communauté d'agglomération, mais à partir du moment où on aura des choses un peu plus définies, précise, puisqu'elle est en train de se mettre en place, cette communauté d'agglomération. Même si on l'a définie au 1er janvier, elle est encore en train de se mettre en place, avec des modifications qui peuvent avoir lieu. Et je voudrais donner la trame définitive au niveau de la population bougnaguaise, au niveau information. Donc on aura certainement l'occasion de se retrouver autour d'une réunion de ce type-là, je pense autour du mois d'avril ou mois de mai, pour faire un point sur cette création et cette insertion dans la communauté d'agglomération. Alors après, au niveau du débat la réalisation des élections de la gouvernance de la communauté d'agglo, bon, effectivement, il y a eu des votes blancs, il y a eu des votes, il y a eu aussi à d'autres pour des élections de vice-président, d'autres candidats qui se sont présentés, manifestés sur place. Je pense que c'est difficile de commencer à créer une structure dans laquelle on est avec une commune, enfin une création d'une structure telle que la communauté d'agglomération. C'est difficile de commencer à créer C'est la vie démocratique quand même, le fait qu'il y ait plusieurs candidats et qu'on puisse choisir.
Oui, alors ces candidats, le débat et le choix n'est pas fait actuellement, puisqu'on n'est pas au suffrage universel, par les électeurs. Il a donc été fait en amont par les élus, en amont dans les différentes réunions de bureau que l'on a eues avant de réaliser cette élection-là. Donc on a déjà eu ce débat, on l'a eu entre élus, effectivement, et il en a été la proposition qui a été faite le soir de l'élection de la gouvernance. Donc il était normal qu'il n'y ait pas plus que ça effectivement d'effets inverses ou de manifestations de candidatures spontanées qui seraient sorties des ornières, alors que justement personne ne s'était manifesté là-dessus auparavant. Bien, allez, on boucle cet aspect-là. Maintenant, les enjeux de l'intercommunalité par rapport à la commune, pour la commune de Bougnac, avec le transfert des compétences. Bon, la voirie avait déjà été transférée à la communauté de communes de Bergerac-Pourpre, il me semble, de toute façon. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui vont être transférées avec l'intégration dans la CAB? Alors là, actuellement, par rapport aux compétences qui ont été prises par la CAB, il n'y a pas d'autres compétences de la commune qui vont partir sur la communauté d'agglomération. On a transféré effectivement la voirie à plusieurs reprises en 2004 et puis le dernier transfert de la totalité de la voirie revêtue en 2012 sur la communauté de communes à ce moment-là. La communauté d'agglomération donc prend la suite de ce transfert-là et intervient donc dans le cadre des traitements en voirie, à bord, accotement, etc. Comme il était prévu et comme il était convenu dans la définition que l'on avait faite avec la communauté de communes. Il y a donc pas d'autres compétences pour le moment qui vont être transférées. Maintenant, cette communauté d'agglomération, elle va certainement elle aussi monter en puissance. Le fait de monter en puissance va peut-être par rapport à justement des décisions ou des interventions, notamment on parlait des rythmes scolaires dernièrement, sur lequel il y a une grosse problématique de mise en place au niveau des communes, au niveau même des RPI, pour pouvoir répondre aux desiderata du ministre de l'Éducation, tel qu'il a souhaité qu'elle puisse... Alors, puisque vous évoquez le point... de Bougnac, Colombier et Ribagnac. Donc, comment est-ce que vous allez gérer ce changement de rythme scolaire? Bon, alors, l'inquiétude, bien sûr, c'est de savoir est-ce que vous allez être obligé de recruter du personnel pour faire ça? Est-ce que vous avez pris une position par rapport à ça? Alors la position, actuellement, aucune position. On est plus, si on devait pencher sur quelque chose, vers une réalisation en 2014, sur la rentrée 2014. Bon, tout simplement parce que le RPI, qui est un regroupement donc avec 3 communes et donc 3 sites scolaires, se pose comme une problématique encore plus importante pour la mise en place de ces rythmes scolaires, avec notamment les activités périscolaires telles qu'elles sont demandées au sein de ces rythmes ministériels. Voilà, donc là, on a même une incapacité de pouvoir mettre en place à l'heure actuelle ce qui est demandé en répondant effectivement aux desiderata du ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution envisagée, ça ne se fera pas, quoi, en fait. Pour le moment, il n'y a pas de solution envisagée. Est-ce que cette discussion va se remettre sur les tables de la communauté d'agglomération, qui serait peut-être la seule structure apte à pouvoir intervenir en mutualisant un ensemble d'intervenants sur ces structures communales et lorsqu'on est en RPI. Alors, tout simplement parce que nous, la problématique en RPI, c'est 3 sites, c'est-à-dire 3 intervenants sur lesquels il va falloir financer justement cette possibilité d'intervention et la difficulté de faire intervenir quelqu'un pour des périodes de 3 quarts d'heure, 1 heure par jour sur ces activités périscolaires. Et pour terminer sur le volet éducatif, éducation nationale, est-ce que vous êtes menacé, vous, par les suppressions de postes? De classe, plutôt. Alors non, à l'heure actuelle, on maintient l'effectif. On maintient l'effectif sur le RPI, donc pas de menace imminente sur une suppression de postes. Maintenant, c'est quelque chose qui est toujours fragile. C'est pour ça que le développement, tel que vous l'avez évoqué, avec une population qui évolue depuis 2009 de 493 à 560 à peu près habitants, avait été réfléchi en amont pour pouvoir répondre aux besoins démographiques
démographique de la commune et justement au vivier des enfants qui pouvaient fournir le groupe scolaire. Donc la problématique du RPI, la compétence par rapport à la voirie. Là derrière, donc on a des projections d'architectes, j'imagine, hein, des projections sur la ville de Bougnac. Ça avait été mis en place à l'époque à la communauté de communes de Bergerac-Pourpre. Est-ce que ça va changer quelque chose, le fait qu'il y ait l'intégration à la CAB ou pas du tout? Alors c'est un projet qui est purement et 100% communauté de communes, hein, en fait, qui est une compétence à part entière, qui est la compétence d'aménagement bourg, donc qui est réalisée dans l'étude et dans la réalisation et dans l'investissement à 100% par la communauté de communes. Alors bien sûr avec un travail de chez nous, hein, issu de la commune. Cette compétence-là, elle a été d'ailleurs, elle fait partie des compétences qui ont été insistées pour être effectivement rappelées sur les compétences de la communauté d'agglo. Car pour nous, justement, sur les petites communes, c'est certainement la partie la plus importante et la plus visible de notre union avec une structure communautaire. Puisque là, on répond effectivement à quelque chose de physiologique qui va modifier et améliorer le paysage du centre-bourg et de ses abords pour les décennies à venir. Donc là, concrètement, maintenant, ça va être un financement CAB. Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des modifications? J'allais peut-être poser une question un peu bête, mais est-ce que les communes qui ne faisaient pas partie de la communauté de Bergerac-Pourpre vont mettre la main à la poche? Alors, sur ce projet, c'est un projet dont la planification avait été faite au niveau des années donc 2012, 2013, 2014. À cette époque-là, à l'époque où on parlait tout juste de la création de la communauté d'agglomération, effectivement. Donc c'est un projet sur lequel on a avancé complètement, où tout est prêt à démarrer. La seule chose qui nous a retenu jusqu'alors, ça a été la réalisation de l'assainissement collectif, qui est en cours, qui lui est un projet communal, donc purement commune de Bougnac, mais sur lequel il était bien sûr judicieux de réaliser l'intégralité de ce projet avant de venir retoucher la voirie et les trottoirs pour ne pas casser ce qui avait été fait auparavant. Donc on a repoussé un petit peu ce projet qui aurait pu démarrer effectivement fin 2011, début 2012, pour être sûr de finaliser donc l'assainissement collectif qui est à ce jour en cours et qui doit dont les premiers travaux d'aménagement bourg devraient débuter sur le deuxième semestre de l'année 2013, donc de cette année. D'accord, donc ça c'est un gros projet pour la commune, hein. Bon, faut dire que l'axe est quand même très fréquenté, donc c'est quelque chose qui est un projet important pour votre commune, oui. Alors c'est d'autant plus un projet important que c'est un projet qui est à la taille à l'échelle de notre commune, qui est un projet sur lequel la commune seule est dans l'impossibilité de réaliser un tel aménagement. Alors d'autant plus quand il y a comme actuellement d'autres activités et d'autres projets, notamment l'assainissement collectif qui s'échelonne sur des budgets très très importants d'investissement. Un projet comme celui-ci est impossible à réaliser ou bien par tranche en l'étalant sur peut-être 10-15 ans, avec malheureusement à ce moment-là les premières réalisations qui ont déjà vieilli quand on réalise et quand on termine l'aménagement N+15. Donc là, on a ce projet-là qui, on peut dire que c'est un exemple concret de réussite de l'intercommunalité. Par contre, concernant la voirie et ces phénomènes-là, certains maires regrettent aussi, par le transfert de compétences, la disparition de certains salariés communaux qui pouvaient déjà s'occuper de la voirie. Alors, est-ce que cette problématique-là, elle avait déjà été réglée, ou en tout cas, elle s'était déjà posée sous la communauté de Bergerac-Pourpre, ou est-ce qu'en intégrant la CAB, on va assister peut-être à d'autres pertes d'emploi purement communales, puisque ces compétences seront transférées à l'agglo? Alors, ce ne sont pas des pertes d'emploi, ce sont des emplois qui sont déplacés. Voilà, ils sont déplacés, mais les emplois ne sont pas perdus. Ils sont déplacés dans une structure qui est quand même plus intéressante que ne l'est le déroulé d'une carrière au sein d'une commune comme la nôtre. Hein. Là, un agent communal qui part sur un transfert à la communauté d'agglomération
va voir effectivement quelque chose quand même de plus abouti, de plus important, et aussi avec un déroulé de carrière qui sera plus encadré et plus intéressant. Donc concrètement, ça veut dire que les anciens salariés municipaux ont tous été transférés d'abord à Bergerac-Pourpre et maintenant sont transférés à l'agglo, ou est-ce qu'il y a eu perte? Enfin, est-ce qu'il y a des... Non. Aucune perte, il n'y a aucune perte, il n'y a aucun licenciement ou de perte d'emploi, ça c'est certain. Donc le transfert, soit il a été fait en amont sur la communauté de communes et maintenant ces employés-là, ces agents communaux deviennent agents communaux de la communauté d'agglomération, ou bien vont le devenir par des transferts qui sont à venir là-dessus, par le fait effectivement que pas mal d'activités au sein de la commune sont transférées à la communauté d'agglomération ou communauté de communes auparavant, et dont l'activité n'est plus de compétence communale. Alors c'est le cas des voiries, mais c'est le cas des voiries, là-dessus il faut y voir un avantage notoire par rapport à ce que l'on pouvait faire auparavant. On faisait effectivement de l'intervention, du rapiessage de routes, on essayait de faire tenir des structures, on profitait, on saisissait même quelquefois la réfection d'une voie qui était programmée sur telle année, que l'on déplaçait au profit d'un autre projet qui nous paraissait plus important, et ce qui générait bien souvent le réseau routier tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire avec des voies qui ne sont pas d'un entretien bien suivi, qui n'ont pas été rénovées intégralement dans les règles de l'art forcément, ou qui ont été juste rapiécés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la politique de la communauté de communes ou communauté d'agglomération, puisqu'on a une vraie planification, réelle planification, avec des rénovations successives qui vont intégrer l'ensemble de toutes les voiries communautaires. Alors pour la réforme territoriale, on parlait, on mettait en avant la proximité, l'idée qu'il fallait être plus proche. Est-ce que ce transfert de personnel vers la communauté d'agglomération n'enlève pas de proximité? Un exemple concret, est-ce que c'est pas plus long pour faire une intervention qu'avant un salarié de la commune pouvait intervenir peut-être dans la journée plus rapidement? Est-ce qu'il y a cette problématique-là de délai? La problématique de délai, on l'a ressenti au départ avec la mise en place de ce service-là, qui n'était pas de fait avec un recul et une expérience déjà réalisée. Donc il a fallu que les services déjà se mettent en phase avec l'immensité du territoire, arrivent à dimensionner le nombre d'agents nécessaires pour répondre effectivement à ce besoin-là. Aujourd'hui, je trouve que la réponse, elle est extrêmement rapide sur les voies. Auparavant, on appelait effectivement, on faisait un recensement des voies communales lorsqu'on y passait dessus, et on ne pouvait pas passer sur toutes. Aujourd'hui, ce sont les agents de la communauté de communes qui passent eux régulièrement et qui sillonnent ces voies-là, qui font déjà un état des lieux avec les interventions à réaliser. Et dans la réalisation sur les points qui sont stratégiques, importants, ou les urgences, ils répondent, on va dire, dans la journée, ils sont capables de répondre à ces situations-là. Le meilleur exemple, c'est la neige qui est tombée récemment, sur lequel les routes enneigées sont traitées et dégagées aussi bien et même peut-être plus de façon plus importante que l'on ne le faisait, nous, avec les moyens que l'on avait à cette époque-là. Donc, en gros, vous nous dites, globalement, l'intercommunalité, vous êtes à fond pour, il y a beaucoup d'aspects positifs, bon, peut-être pour la gouvernance, vous avez mis quelques bémols, on en a parlé, mais globalement, pour la municipalité, pour Bougnac, l'intercommunalité a été quelque chose de très positif. Est-ce que vous avez d'autres exemples, à part la voirie, justement de mutualisation de mutualisation des moyens qui ont pu bénéficier à Bougnac? Oui, on a eu plusieurs actions menées. Bon, la rénovation d'un bâti qui est dans le centre-bourg, qui était une ancienne épicerie avec une maison d'habitation qui est pas là. Qui date de 2004, ça c'était sur 2004, donc rénovation complète avec une rénovation à hauteur de environ 400 000 euros, donc d'investissement pour remettre en état tout ça, et surtout le rediviser en logements. On avait fait, donc on avait créé 4 logements, 3 d'habitat et un logement commercial remis à neuf complètement. Donc qui a permis effectivement de remettre ce bâtiment en l'état, qui donne une apparence effectivement au bourg quand même assez valorisante. Ça a donné d'ailleurs l'envie aux
maisons mitoyennes de se remettre elles aussi et de se rajeunir un petit peu et remettre. Voilà. Et c'est vrai que la partie bourg à cet endroit-là a été bien reprise et on a un endroit qui est maintenant assez joliment refait, qui trouvera finalité avec l'aménagement du bourg d'ailleurs, qui sera la touche finale sur ces parties-là. Alors il y a eu cette réalisation-là, mais il y a eu ensuite la zone d'activité. On a une zone d'activité artisanale donc qui est elle de compétence 100% communautaire. Donc sur lequel aujourd'hui 3 activités sont présentes, avec une activité qui à ce jour a déposé un permis de construire, et j'en parlerai un peu plus longuement dès qu'on aura l'assurance qu'elle vient s'installer. Ce qui nous permet d'avoir effectivement une activité et de ne pas être uniquement qu'un village dortoir, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont sur place toute la journée et qui vont fréquenter notamment après les commerces locaux pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir... Donc Bougnac n'est pas qu'un village-rue, mais l'intercommunalité a favorisé l'attractivité de la commune avec cette installation d'activité, on saura peut-être un peu plus tard, d'activité dans cette zone d'activité. Bien. Alors pour terminer peut-être, puis enfin après peut-être que on pourra vous laisser un dernier mot pour les projets de la commune. Revenons un peu sur votre fonction politique. Vous êtes maire depuis 2001, 2008, vous avez été réélu. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes présenté aux élections cantonales en 2008. L'actualité, encore aujourd'hui, on l'a vu, c'était cette proposition, enfin ce texte signé par 39, je crois, députés. C'était dans le monde aujourd'hui 39 députés socialistes pour le non-cumul des mandats. On parle pas de non-renouvellement, mais en tout cas de non-cumul des mandats. Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus ? Vous avez renouvelé votre mandat, vous étiez prêt peut-être à cumuler en 2008. Si vous avez été élu, est-ce que vous auriez abandonné votre charge de maire ? Alors, la charge de maire et de conseiller général, c'est une charge qui est compatible. Là, par contre, il aurait fallu que j'abandonne mon activité professionnelle. Ça, certainement. Donc, vous serez devenu un professionnel de la politique, comme on dit aujourd'hui. Voilà. C'est malheureusement la problématique, et c'est ce qui crée le cumul des mandats pour certains élus, puisqu'on devient effectivement, par défaut, un professionnel de la politique. C'est-à-dire qu'on est obligé, pour répondre à cette mission de collectivité, on est obligé d'abandonner une partie de notre activité si on veut être et si on veut s'occuper de façon pleine et entière de cette mission confiée. Alors, conseil général, maire de la commune, conseiller général du canton dans lequel appartient la commune dans laquelle on est maire, c'est tout à fait réalisable dans ce cadre-là. Enfin, je vois pas de problématique là-dessus, à la condition qu'il n'y ait pas d'autres mandats d'élus ou pas d'autres activités professionnelles à côté. Donc ça veut dire que vous abandonnez votre activité professionnelle pour pouvoir œuvrer dans ces... Mais quelle idée ? Pourquoi vouloir être conseiller général ? Est-ce que le mandat de maire, c'est un mandat qui vous prend quand même beaucoup de temps ? Est-ce que certains argumentent en disant si on veut défendre plus la commune, c'est bien qu'on... Est-ce que c'est cette idée-là de vouloir défendre plus le territoire ? Oui, complètement. On a toujours un environnement qui pousse pour effectivement dire bon, on a des projets, on a pas mal d'idées, on veut faire des choses. On n'est jamais mieux servi que par soi-même en quelque sorte. Et puis la vision que tu peux avoir sur le développement du territoire, etc., intéresse du monde. Et tu devrais te lancer dans cette expérience-là parce que tu pourrais effectivement apporter peut-être une vision différente de ce qui a été jusqu'alors. À ce moment-là, on parlait aussi de communauté de communes. Le canton d'Issigeac n'avait pas du tout créé de communauté de communes. Il était donc une entité communale seule. Moi, j'arrivais un peu plus avec une idée, effectivement, de regrouper ces structures de façon à les mettre dans une situation plus favorable dans la réalisation, justement, des projets à venir et du développement structurant de ce territoire-là. Bon, j'avais cette idée-là, je me suis lancé là-dessus en 2008, c'était une première expérience. En même temps, j'en avais pas eu d'autres à ce niveau-là. C'est une expérience qui m'a permis de voir le déroulé de cette campagne électorale, de m'apercevoir aussi que c'était pas mon état d'esprit, que ça correspondait pas à mes attentes. Moi, j'ai plus. C'est-à-dire
Mais c'est-à-dire que j'ai plus un profil de projet, de bâtisseur qu'un profil de politique. De bâtisseur, alors on va en profiter, on va faire le lien avec votre activité professionnelle. Vous êtes constructeur de maisons individuelles, c'est cela? Donc projet de bâtisseur. Donc ça, pendant la campagne électorale des élections cantonales, vous avez été un petit peu, comment dire, enfin, vous êtes rendu compte de quelle différence en fait avec une campagne municipale? Mais la différence avec la campagne municipale, c'est que là, on est sur un territoire qui est plus important. Ce territoire étant plus important, on est donc moins connu sur l'ensemble des électeurs qui vont s'intéresser à vous éventuellement et qui ont besoin de vous connaître. C'est pour ça que vous êtes mis entre guillemets une étiquette. Vous étiez affilié à quel parti en 2008? Alors, aucun parti, hein. Union libre complètement, avec un rapprochement divers droite à ce moment-là, mais c'était vraiment, dans le cadre de ce qu'on avait fait au niveau de la commune. Je me présentais comme tel, mais il fallait effectivement un rapprochement pour que les électeurs qui n'avaient pas l'occasion de me connaître ou de me rencontrer à l'occasion des différentes et diverses réunions qui ont pu être faites pendant la campagne, puissent aussi, eux, se faire une opinion et se dire, bon, alors on le rapproche un peu plus de ça ou de ça, voilà. Bon, c'était cette idée-là, mais c'est aussi d'ailleurs ce point-là, moi, qui me convenait pas forcément, puisque avec plus une nature de bâtisseur. Alors, quand je dis bâtisseur, il faut pas être péjoratif, il faut pas le voir de côté péjoratif, c'est-à-dire je bâtis pas des maisons partout à tour de bras, c'est pas l'idée du tout, mais plus dans un cadre de projet, de mettre en place des choses sur un territoire, ça m'intéresse et ça me plaît. Le fait d'aller donner un discours politique et éventuellement moralisateur sur certaines choses, etc. C'est pas ma nature. D'accord. Mais est-ce que on peut aller jusqu'au bout? Vous avez été obligé, en gros, de rentrer dans ce cadre-là, oui, pour des raisons par rapport à la candidature, pour des raisons financières, pour quel type de raisons? La candidature au Conseil général? Oui, non, pas la candidature, mais le fait d'être étiqueté, de se rattacher à un univers de parti, on va dire. Ah, c'était effectivement pour une certaine reconnaissance au niveau électoral, hein, c'est-à-dire que sur le territoire du canton, mon nom était connu en partie comme étant le maire de la commune, mais tout le monde ne me connaissait pas. Il fallait aussi qu'il y ait un rattachement quelque part pour qu'il puisse se dire mais comment on le situe, où est-ce qu'on le place, comment il va s'orienter. J'aurais pu y aller en candidat libre complètement. Maintenant, j'avais une inexpérience dans ce domaine, sur lequel, porté par une structure divers droite ou divers gauche, permet quand même de bénéficier d'une certaine communication dont il est très difficile à titre personnel de pouvoir la réaliser dans ce type de campagne seul. Très difficile. Alors effectivement, c'est financier, oui, en quelque sorte, puisque si on met les moyens et les gros moyens, on peut arriver à faire à peu près ce qu'on veut, bien sûr. Mais là, on dispose d'un réseau qui met déjà, lui, beaucoup de communication de par le bouche à oreille, hein, tout simplement, des renseignements donnés aux uns aux autres par rapport à ce réseau-là. Ça permettait de prendre un petit peu plus rapidement une certaine notoriété, connaissance au sein de cette élection-là, quoi. Alors, votre deuxième mandat touche bientôt à sa fin. Enfin, pas encore, mais bon, on arrive. On a parlé du cumul de mandats. On pourrait parler aussi du renouvellement. Est-ce que vous envisagez déjà de renouveler votre candidature au poste de maire? Alors, je suis pas pour le fait de multiplier, moi, les candidatures. Je l'avais dit déjà au début où je suis arrivé en 2001. J'avais dit, bon, si c'est faisable et si tout le monde en est satisfait, 2 mandats, je pense, seront l'expérience que je traiterai en essayant de pouvoir réaliser ce que j'ai prévu de réaliser pendant ces 2 mandats. Alors, quand je dis je, c'est l'équipe municipale. Hein. Ce qu'on a prévu de réaliser quand on s'est intégré dans cette mission-là. J'arrive au terme du 2e mandat. Ma décision, elle a été il y a peu de temps, en fait, ça remonte à quelques mois. J'étais encore toujours dans l'hésitation de me dire est-ce que je repartirai ou non. La décision, elle s'est prise avec, on va dire, l'inertie de certains projets.
qui mettent quand même beaucoup de temps à se mettre en place. C'est un problème qu'on retrouve récurrent dans les collectivités, mais parce qu'on rencontre des problèmes intermédiaires en cours de réalisation, en cours de mise en place. Le changement aujourd'hui, ce jour, de la communauté de communes en communauté d'agglomération aussi, font qu'il y a des projets, des débats que l'on a eus au sein de cette structure-là, sur lequel je souhaite être toujours présent pour pouvoir poursuivre la défense de ces projets-là et d'être sûr qu'ils puissent aboutir sans qu'il y ait quelquefois un changement de personne, des revirements de situation. Ce qui avait été dit à cette époque-là à la personne, n'étant plus là, n'a plus forcément foi et on peut revoir les choses différemment. Alors, on aurait aimé, cette équipe municipale, arriver à terme de ces réalisations-là. Donc, 3e mandat pour la poursuite des projets. D'accord. Donc cet argument-là, ça peut nous mener très très loin, tout ça. Alors non, parce que ce sont des projets de cette ampleur-là, l'assainissement collectif, l'aménagement du bourg, il va pas y en avoir tous les ans. Hein. Oui. Il y en aura pas à tous les mandats. Ce sont des projets qui se chiffrent en millions d'euros. Oui. C'est impossible de mener ça à plusieurs reprises. D'accord. Après, on va retrouver des projets ponctuels. Il en manque pas des projets. Il y a plein de choses encore à réaliser. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Il y a plein de choses à réaliser, mais je veux dire après, personne n'est irremplaçable là-dessus. On peut effectivement réaliser ces projets-là qui sont, on va pas dire moins importants, mais qui sont peut-être moins marquants et moins inédits que ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Bien, Monsieur Bassy, merci beaucoup. Au début de l'interview, j'ai oublié de vous remercier. On vous a contacté, vous nous avez répondu très vite d'ailleurs. On a contacté d'autres communes comme la commune de Lunas, de Bossé, de Ginesté qui ont un peu plus de mal à répondre. Hein. C'est un peu dommage parce qu'on aimerait bien faire un petit tour comme ça des communes à la périphérie éloignée de la CAB pour différentes raisons. Donc merci beaucoup de nous avoir reçus. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot pour Non, moi je suis très satisfait. Dès qu'on peut communiquer, je pense que la communication c'est le mal d'aujourd'hui ou le bien. On arrive à pas grand chose sans communication. Souvent on se méprend même sur des intentions ou des apparences de ce qui peut se faire, de ce qui peut ne pas se faire, en se disant il aurait dû faire ça ou il devrait y avoir ça ou il faudrait que, etc. Et donc le fait de communiquer, c'est toujours important, même si on a tendance, même si on doit multiplier ou avoir de la redondance, rabâcher dans la communication. Je crois que c'est le cœur justement d'arriver à faire entendre et faire comprendre réellement ce qui peut se passer sur les activités que l'on peut mener. Donc c'est une occasion qui nous est donnée par votre venue de pouvoir mentionner ça avec une aura un peu plus élargie que nous on ne peut le faire quelquefois par le biais des journaux que l'on a, la Gazette ou le journal communal, etc. Donc c'est intéressant. Moi je suis très satisfait que vous soyez venus à notre rencontre. D'accord, on reviendra s'il faut après pour les... Il n'y a aucun souci, vous venez quand vous voulez.